Bonsoir. That's the last French I will speak tonight, I'm afraid. My apologies. Yes, but we have an excellent translator here with Stefan, who's helped greatly with the captions. So the captions on the slides will be in French. So those of you who don't follow English so well, hopefully that will be helpful. So Charles vous souhaite le bonsoir et dit que bonsoir est le seul mot qu'il dira en français, qu'après ce sera à mon tour de traduire. Et donc il a proposé, il m'a proposé de l'aider un petit peu à traduire tous les slides en français. Donc Google Translate a fait une partie et puis on a revu ça ensemble et donc vous aurez la chance d'avoir les slides en français. Merci Charles. Okay, we're going to complain to Google. They did quite well, I think. They did quite well. Yes, it's very surprising. But I'm not sponsored by Google. We don't need to translate that necessarily. Okay. Good evening. It's a great pleasure to be here. I think the last time I was here was probably the 1970s. So it goes back quite a long way. But I do remember it, and it's great to be back. And for those of you on Zoom, greetings, the traditional silent Zoom greeting. And yeah, we'll get on with the story. Now, I've written a book on KARMAPAKSHI's life and some of his writings. Half the book is on his life and half is extracts of his writings. They will have it in the shop eventually. They don't at the moment. And I'd like tonight to introduce you to his life as much as I know about it. And then tomorrow morning, we will do, if you wish, if people wish, we can do meditations that have been instructions by KARMAPAKSHI. Donc, Charles est venu ici, mais il y a déjà assez longtemps, dans les années 70. Bon, on ne l'a pas formellement introduit, mais Charles donc, a fait deux longues retraites à Samyeling, donc le centre auquel nous sommes rattachés ici. Et donc, il a ensuite étudié le tibétain classique, le tibétain des textes à un très haut niveau. Et il a pendant de nombreuses années donc travaillé sur la vie de KARMAPAKSHI. Il a publié ici un livre dont la moitié en fait concerne la vie de KARMAPAKSHI et l'autre moitié donc concerne une traduction d'écrits qui ont été retrouvés de KARMAPAKSHI. Et donc c'est ça qu'il va nous présenter aujourd'hui. Malheureusement, le livre n'est pas encore disponible à la boutique, mais il devrait l'être sous peu. Et alors, donc, le thème principal de la conférence sera la vie de KARMAPAKSHI, mais demain matin, si vous le souhaitez, Charles va également introduire des méditations qui ont été proposées par KARMAPAKSHI et que lui-même va nous transmettre demain matin. So I think we've jumped slightly. Yes. No? Here we go. Okay. So what I'm going to talk about is his childhood, his training, and then his retreats. And then afterwards, when he had become a Mahasiddha, his missionary work. And he actually visited in China the two Mongol emperors and taught them Buddhism as well. One quite successfully, one not so successfully, although it eventually worked out fine. And then also I will talk about his heritage, his legacy. And then tomorrow is the meditations. Can you precise in what period? I'm coming to that, yes. Thank you. We'll do the history, yes, the context. Ok, donc comme vous le voyez sur le slide, donc, on va parler de l'enfance, de la formation, des retraites de KARMAPAKSHI. Après avoir fait ça, donc, il a entamé un travail missionnaire donc, auprès de deux
empereurs mongols de Khan. Avec l'un, ça s'est très bien passé, avec l'autre, apparemment un petit peu moins bien, donc on va en apprendre plus sur ça. Et ensuite, donc, Karmapakshi a établi la lignée des Karmapa, puisqu'il est le second Karmapa, et ensuite on parlera de l'héritage qu'il nous a laissé. So firstly, I will talk a little bit about the context, the historical context, then his own biography. The book is largely based on his memoirs, Karmapakshi's own memoirs, rather than histories that came later, although I have used histories as well. Just a brief mention of his writings, then his legacy and his perhaps importance for Buddhists nowadays as well. Donc, je ne sais pas si c'est nécessaire de traduire parce que tout est écrit, mais donc on va commencer par présenter le contexte, la biographie, puisque donc Karmapakshi a lui-même écrit sa propre autobiographie, donc c'est sur base de ça que Charles a pu reconstituer la biographie. Quels sont les écrits que Karmapakshi nous a laissés, son héritage et son importance dans le bouddhisme tibétain. So firstly, the geographical context. You can see, well, everybody knows where Tibet is, the highlands of Asia here. And Karmapakshi was born in, as we'll see later, in this area, in more detail, but he actually traveled across into central Tibet in middle age. This was not until he was middle-aged. And then he went into China, in this area anyway, and then up to Mongolia, and across to a place called Almalik, and then down across the Silk Route and back, and then over to here to Xanadu, here, or Shangdu, which was Kublai Khan's main city at the time. Beijing had not been properly established yet, not by Kublai Khan yet. And then he gradually came back to East Tibet, and he finally passed away in Sopo, in central Tibet. Ok, donc Karmapakshi donc est né, je suppose que la zone en blanc de White Zone is Tibet, I guess. Yes, the high zone. Donc la zone en blanc, c'est le Tibet qui est donc, la zone la plus élevée géographiquement en altitude. Donc Karmapakshi est né, comme on l'a vu, à l'est du Tibet. Il est ensuite allé vers le centre du Tibet. Il est ensuite remonté vers le nord-est, parti vers le nord-ouest. Puis il est allé rejoindre la cour de Kublai Khan, comme on l'a vu, qui est pas loin de Pékin, à Xanadu, donc sur la tout à fait est, la partie verte foncée, là, tout à fait sur la droite qu'on a vue à la fin. Et à la fin de sa vie, Karmapakshi est revenu donc dans l'est du Tibet et puis au Tibet central. Donc voilà, c'est un petit peu le parcours qu'il a fait. So this gives some of the main places. Well, this gives Derge. He was born near Derge. Lhasa, Tsopo is near Lhasa. And then when he goes up to this area, the northeast of Tibet or west of China, and then up to Karakoram, the capital of the Mongolian Empire, and then across to Almalik, down to Kucha, where he had a very important dream there, and then down along the Silk Road, and then right across, not entirely of his own will, to Xanadu, and eventually Beijing, and then back into Tibet. Ok, donc on refait le même chemin cette fois-ci, mais avec des noms de villes. Donc Derge dans le Kham, c'est ça que tu disais, Olivier? C'est le Kham, hein, ouais, c'est ça. Donc Derge donc dans le Kham, Derge c'est tout proche du monastère de Taisitu Rinpoche, donc dans le Kham effectivement. Ensuite, Karmapakshi est allé à Lhasa, à Tsurpu, qui était donc l'endroit où le premier Karmapa a fondé le monastère principal. Et ensuite, donc, comme on l'avait vu précédemment, donc il est remonté dans les villes du nord, à Karakorum, qui était donc la capitale de l'Empire mongol. Et puis, il est allé, donc, pas tout à fait de plein gré, donc, à la cour de Kublai Khan, à Xanadu, donc un petit peu donc, au nord-ouest de Beijing, de Pékin. So a little bit of context, we've done the geographical context and then the historical
context from the time of the Tibetan Empire, beginning in the 7th century until the 13th century. Ok, donc on a vu un petit peu le contexte géographique de la vie de Karmapakshi. Maintenant, dans quel contexte historique est-il apparu? Donc il y a eu d'abord vers le 7e, 8e siècle un empire tibétain très très puissant. Et puis ensuite, la situation politique s'est transformée au Tibet. Donc on va voir dans quelle situation politique Karmapakshi est apparu. So here we have in 820 the idea of how extensive how extensive the Tibetan Empire was. Not always that extensive, but sometimes it went into China, sometimes it went down south. Excuse me. But that gives you an idea of the extent of the Tibetan Empire, which began in the early 7th century and then more or less collapsed in 832 AD. Donc, au début du 7e siècle, donc, s'est constitué l'Empire tibétain. On voit que ça a une taille vraiment énorme, donc ça incluait toute une partie de la Chine actuelle. Et donc, cet empire tibétain très puissant, donc, c'est en fait dissous 833. 842. En 842, en l'an 842, l'empire tibétain s'est effondré, donc après 150 ans, on va dire, d'existence. Yeah, my mistake, 842. So it's hard to say exactly when it started, but roughly about 630, and then with the assassination of Langdama in 842, is when it ended. And it was not always Buddhist, but often the court, the emperors were interested in Buddhism, and in some cases helped set up and invited Padmasambhava and so on. And then after the assassination in 842, the empire collapsed, and it's the period in between until the end of the 10th century is reviving the embers, is called. As at the end of the 10th century, we get the situation where Buddhism has sort of subsided quite a lot for about 1.5 centuries, from 842 to the end of the 10th century, the 900s, and then it begins to be revived in the end of the 10th century. Donc l'empire tibétain donc a existé donc vers, on ne sait pas dater exactement le début, mais enfin vers l'an 630 jusqu'en 842. Et donc après ça, l'empire, la plupart donc des empereurs ont été bouddhistes et pratiquaient le bouddhisme tibétain. L'un d'entre eux a par exemple invité Guru Rinpoche, donc Guru Padmasambhava au Tibet, qui a introduit donc le bouddhisme indien au Tibet. Ensuite, en 842, l'empire s'est effondré. Le bouddhisme également est devenu beaucoup plus faible finalement. Et c'est pour ça qu'il a fallu attendre la fin du Xe siècle pour qu'il y ait un nouveau départ pour le rayonnement du bouddhisme au Tibet, qui s'est ensuite continué au XIe et XIIe siècle. Thank you. So then in the 11th and 12th centuries, we get the translators going into India, coming back with texts. We get termas being discovered, which go back to the imperial period, because there was this gap for 1.5 centuries, and then monasteries being established as well. Meanwhile, in the south, when we get to the 13th century, which is just when KARMAPAKSHI is being born, that there's the invasion of the north of India and Islam comes in. So the perhaps most of the translation process and the traveling process more or less had to end from Tibet going into India. And north of Tibet, we have the Mongol Empire starting with Genghis Khan. He lived until 1227.
Donc, au XIe et XIIe siècle, il y a beaucoup de traducteurs qui sont envoyés du Tibet vers l'Inde pour traduire tous les textes bouddhistes. Il y a des termas, donc des trésors révélés qui sont découverts, qui commencent à être découverts au Tibet, et d'importants monastères sont aussi établis au Tibet pour stabiliser donc le bouddhisme au Tibet. Au moment où Karmapakshi arrive, donc au XIIIe siècle, il y a les invasions du nord de l'Inde par les musulmans, et donc quelque part le processus d'envoi de traducteurs, etc., doit s'arrêter, puisque on a l'invasion des musulmans dans le nord de l'Inde. Et alors, en 1227, il y a également donc la mort de ce grand chef mongol, Gengis Khan. And so here I've just put in some of the monasteries, the early monasteries this is the reviving from the embers of the Dharma referred to, the monasteries being established in the 11th and 12th centuries. Not everyone, but just perhaps some of the more major. And also Katok, which is very important to Karmapakshi over in the east as well. Donc ici, on dit que donc entre la fin de l'empire tibétain et le début donc de cet envoi des traducteurs au XIe siècle, on appelle ça raviver les braises, parce que finalement le bouddhisme s'était presque éteint au Tibet, et donc c'est au XIe siècle on ravive les braises et on crée ici le nom des principaux monastères. Karmapakshi était en particulier très fort lié au monastère de Katog, qui est le premier monastère Nyingmapa dans l'est du Tibet. Nyingmapa. Yes, Nyingmapa, yeah. So this gives some of the area here in East Tibet. There's Katok and there's Derge. You've seen them on the maps already. There's Karmagön. These are all places. Batang is very important to Karmapakshi, well, near it anyway. Kampo Nenang is another monastery. Pangpuk. Markham is where his guru died. And he made a pilgrimage down to a holy mountain here at Mount Kawakapo at one time. Donc, comme on l'a dit, Karmapakshi était très fort lié donc au monastère Nyingmapa de Katog, qui lui-même se trouve près de Derge, qui était la capitale de cette région. Et ensuite, donc, donc le monastère de Karmagön was founded by the first Karmapa. Yes, le monastère de Karmagön, qui est un des trois principaux monastères fondés par le premier Karmapa, Dusum Khenpa. Et ensuite, donc, le gourou de Karmapakshi est décédé à Markham, et Karmapakshi a lui-même fait un pèlerinage au Kawakarpo, donc Mount Kawakarpo, donc cette montagne sacrée qui est tout à fait dans le sud de la région. Yes. So Karmagön, Kampo Nenang, and Pangpuk were all monasteries established in the 12th century by Dusum Khenpa, who later became known as the first Karmapa. Okay. He was never known himself as the first Karmapa. It was only after Karmapakshi came. Donc ces trois monastères, celui tout à fait au nord-ouest, Karmagön, et puis ceux en bas à droite, Kampo Nenang et Pangpuk, étaient des monastères fondés par celui qu'on a après nommé à titre posthume comme étant le premier Karmapa, donc Dusum Khenpa. Il n'était apparemment pas le Karmapa de son vivant, mais il a été reconnu comme Karmapa à titre posthume. So Karmapakshi, he was born 1204. Some say 1206 in histories, but we'll just stick to one date. And the histories agree that he died in 1283. Donc, le Karmapakshi a vécu entre 1204 et 1283. Les historiens sont d'accord sur le fait qu'il est décédé en 1283. This is the location of near where he was born, and which is near Derge, just slightly northwest of Derge, on the river, the Yangtze River, right at the very well, not near the beginning of the Yangtze River, but in the upper reaches of the Yangtze River. Donc ça, c'est une photo donc de l'endroit où Karmapakshi est né, donc au nord de Derge, qu'on a vu précédemment sur la carte, au départ de la rivière Yangtze.
So as a young child, he was quite precocious. Apparently he could read without being taught by the age of 6. And he started, well, you could almost call it work, visiting local houses, reciting the texts. And apparently when he recited text within the household, it was a sort of holy sacred activity to bless the household. He would understand the Dharma as well at this young age. And this went on until he was about 11. Donc, Karmapakshi a été à même d'apprendre à lire par lui-même, donc sans recevoir d'enseignement pour parvenir à le faire. Très jeune, il est allé dans des familles, dans des maisons privées pour réciter des prières, et apparemment, ces prières avaient un très fort pouvoir de bénédiction. When he was 11, he decided to continue his studies, or begin studying really, and he left his homeland up here on the river, west of Derge, and he proceeded down to Pomdrak, that's sort of in the area of Chamdo, and there on a hillside he met Pomdrakpa, a fairly well-known Lama of the time. Donc, quand il avait 11 ans, donc Karmapakshi a décidé de commencer à étudier le Dharma formellement, et il est descendu donc dans la région qui a été montrée, et c'est là qu'il a rencontré son maître Pomdrakpa. And Pomdrakpa invited him to stay with him. They just met on this hillside. And that evening, Pomdrakpa gave an empowerment. And during the empowerment, he had the visions of Dusum Kempa many Dusum Kempas appearing all around this 11-year-old boy. After the ceremony, the Wong, the empowerment, he called him aside and told him that he had a strong connection with Dusum Kempa. Donc, quand ils se sont rencontrés donc, à proximité de cette montagne, Pomdrakpa a donné une initiation, et pendant l'initiation, il a vu de multiples apparitions de Dusum Kempa, donc le premier Karmapa. Ces apparitions étaient autour de Karmapakshi, et donc il a ensuite convoqué, demandé à parler à Karmapakshi, et lui a dit qu'il avait vraisemblablement un lien très très important avec Dusum Kempa. And so he decided, rather than continue, he was traveling to continue his studies in central Tibet, he decided to stay with Pomdrakpa. Pomdrakpa invited him to stay and become his student. And he stayed, and Pomdrakpa proceeded to teach him. But firstly, just Pomdrakpa's teacher was Drogon Retchen. Drogon's Retchen, his teacher was Dusum Kempa, who died in 1193. So Pomdrakpa is saying that KARMAPAKSHI has a strong karma connection with Dusum Kempa. And so it's almost as though, Dusum Kempa is the guru grandfather of Pomdrakpa, so to speak, and then KARMAPAKSHI, it's the guru grandfather, great-grandfather in a way. Donc finalement, il y a donc on a dit qu'à l'âge de 11 ans, Karmapakshi a rencontré Pomdrakpa. Pomdrakpa, quel est son lien avec le premier Karmapa Dusum Kempa? Pomdrakpa était un étudiant de Drogon Retchen, qui lui-même était un étudiant de Dusum Kempa. Donc il y a en fait entre Karmapakshi et Dusum Kempa un rapport de donc arrière-grand-père, alors que donc Pomdrakpa, donc son grand-père, c'est Dusum Kempa, et pour Karmapakshi, arrière-grand-père. Merci. So Dusum Kempa was known
Dusum Khenpa means knower of the three times. So he had knowledge of his past lives, present lives, perhaps as, other emanations in the present life, and also in the future lives as well. That's where his name comes from. And you can see here, there is a volume, a recently published volume, translations of his life. Donc, Dusum Khenpa, donc le premier Karmapa, que veut dire son nom. Donc, Dusum, c'est three times, les trois temps. Khenpa, knower, donc celui qui connaît les trois temps, donc le passé, le présent et le futur. Il portait ce nom parce que il était à même de se souvenir de ses vies antérieures et il était à même également de pouvoir pressentir quelles seraient ses vies futures. Et donc, on le voit ici, donc il y a un livre qui a été publié il y a quelques années donc, sur la vie et les enseignements de Dusum Khenpa. Donc, c'est un livre qui pourrait être un compagnon de ce livre-ci concernant le premier Karmapa. Thank you. This painting, just incidentally, was only fairly recently discovered. It was inside a statue. Oh, wow. I think if you go to the V&A, the Victoria and Albert website, you may find it there as well. They don't often exhibit it, but occasionally they do exhibit it in the V&A. Donc ici, Charles nous propose une photo donc d'un visuel qui a été retrouvé récemment dans une statue, donc qui n'était pas connue et qui représente donc le premier Karmapa. Et apparemment, si on va sur le site du musée Victoria, il est possible de temps en temps de voir cette image, mais elle n'est pas toujours présentée au public. So Dusum Khenpa made several predictions, and you can read about them in the translation there, about his past lives, well, not predictions, but records of his past lives and predictions of future lives, but quite a long way ahead, so to speak. And of course, students, when you're getting towards the end of the Guru's life, very interested to know where he might be reborn in the next life, or more immediately. And he gave a few answers, but one was over in the West, and one was in the South, and then one was that he would reincarnate for the sake of one person. But we'll come to that later. That's a bit of a strange, for a bodhisattva, a strange idea. But I would say that altogether, just my idea really, is that there are three sort of stages within KARMAPAKSHI's life of where the idea of the reincarnation, or he's establishing the reincarnate lineage of the Karmapas in a way. So this first stage is where he meets, as a child, he meets Pomdrakpa and has this karmic connection with him, with Dusum Khenpa. Donc, le Karmapa était à même de se souvenir de ses vies antérieures. Il était également à même de pressentir ses vies futures. Et pour les étudiants, bien entendu, ce qu'ils souhaitaient savoir, c'était où ils pourraient retrouver donc la réincarnation de leur maître. Alors, KARMAPAKSHI avait prédit qu'il renaîtrait à l'ouest de là où il est, West of Tibet, donc dans l'ouest du Tibet, et qu'il renaîtrait principalement pour le bénéfice d'une personne. Et donc, comment peut-on comprendre ça pour un bodhisattva qui est censé agir pour le bien de tous les êtres? Et donc, Charles dit que ça, c'est son hypothèse personnelle, mais qu'il y a trois phases donc, dans la vie de KARMAPAKSHI, et que la première phase, c'était celle dans laquelle, à l'âge de 11 ans, il s'est connecté à Pomdrakpa, et que donc Pomdrakpa would be the person, the one person, in a way, that you were mentioning in the prediction. No, we will find out who the one person is. Non. Donc, il y a trois phases dans la vie de KARMAPAKSHI. Dans le premier, il rencontre Pomdrakpa, oui. Pardon? In the first phase, he meets... The first phase is Pomdrakpa telling him, you have a connection with Dusum Khenpa. OK. Yeah. Donc, dans la première phase, Pomdrakpa, à la suite de cette initiation, donc,
dit à KARMAPAKSHI qu'il a une connexion avec Dusum Khenpa puisqu'il a cette vision de Dusum Khenpa qui apparaît. Yeah. The second one about the reincarnating for one person, we'll find out when he's, well, in middle age later. Ok, donc on va voir l'explication de pourquoi il s'est réincarné pour le bénéfice d'une personne en particulier dans la partie au milieu de sa vie. So he stayed with Pomdrakpa for quite some time as a student, and Pomdrakpa gave him three main instructions. Firstly, on bodies of instruction on Saraha and the songs of Saraha, the three cycles of Doha. Doha is song or gur in Tibetan. The one about the king, the queen, and the people. It's very important. Saraha is extremely important to the Kagyu lineage and very important to the Karmapas as well. KARMAPAKSHI himself mentions Saraha many times, although he lived in the, probably around the end of the 8th century into the beginning of the 9th century. How would you translate Doha? Like chant? Gur, maybe Chant of song? Song of realization? Yes, okay. Donc, Pomdrakpa a donné 3 cycles d'enseignement principaux à KARMAPAKSHI. Donc, le premier, c'est un cycle d'enseignement lié au Mahasiddha Saraha, qui est très important pour la lignée Kagyu. Donc, et Saraha qui a donc vécu, un Mahasiddha qui a vécu donc fin du 8e, début du 9e siècle. Et donc, ce premier cycle d'enseignement transmis par Pomdrakpa à KARMAPAKSHI s'appelle 3 cycles de Doha. Doha, donc, ça peut se traduire par chant de réalisation, chant spontané de réalisation, qui s'appelle Roi, Reine, Peuple. This is the picture is from the British Museum, as you can see. They sometimes have it on exhibition. They did recently, but sometimes not. It's on the website. La peinture donc vient du British Museum, est parfois exposée au public, mais pas toujours. Secondly, Pomdrakpa transmitted the teachings of Gampopa on meditation of Mahamudra. Gampopa was the teacher of Dusum Khenpa. So it's keeping within the lineage. So the lineage of teachings goes from, in the Karmakagyu, is from Gampopa to Dusum Khenpa, to Drogon Retchen, to Pomdrakpa, and now it's going to KARMAPAKSHI. Donc le deuxième cycle d'instruction transmis par Pomdrakpa à KARMAPAKSHI, ce sont les instructions du Mahamudra transmises par Gampopa. Gampopa qui donc est un des pères de la lignée Kagyu, qui a eu comme disciple donc Milarepa. Gampopa, Milarepa. Milarepa, Gampopa, and then Dusum Khenpa. C'est ça. Donc, Milarepa était le maître de Gampopa. Gampopa, lui, a eu comme disciple le premier Karmapa, Dusum Khenpa, qui a eu comme disciple Drogon Retchen, qui a eu comme disciple Pomdrakpa, qui a eu comme disciple KARMAPAKSHI. Thirdly, he gave him instructions on what is known as the introduction to the 3 kayas. Sometimes it's 4 kayas. Sometimes it's even 5 kayas. But mostly, actually, KARMAPAKSHI, when he writes, mentions them, he says 4 kayas. Okay, and this also is associated with the Sodunra, which is the 37 exercise. It's one exercise with 37 parts, which is even today attributed to KARMAPAKSHI. The people who do long retreats, they learn this exercise, and they usually get told, this is the KARMAPAKSHI Trulko. Ok, donc le troisième cycle d'instruction donc transmis par Pomdrakpa à KARMAPAKSHI s'appelle donc la méditation introduction aux 3 kayas. Donc parfois on parle de 3, parfois on parle de 4, parfois on parle de 5 kayas. Donc ici c'est 3, bien que KARMAPAKSHI mentionne souvent dans ses éléments 4 kayas. Et donc ceci inclut donc peut-être que vous avez déjà entendu parler des exercices de yoga tibétain qui s'appellent Trulkor. Donc ceci inclut donc un exercice de yoga qui est pratiqué par ceux qui font ce genre de yoga tibétain en longue retraite.
un des trous le corps s'appelle le Sodunma et cet exercice est attribué à KARMAPAKSHI. So the introduction to the four kayas, should we say, that's what if you wish to, we can do tomorrow morning in the meditations. Donc, si vous le souhaitez, cette introduction aux trois kayas est une méditation que nous pourrons faire ensemble demain matin. But we're not going to do Troko. Mais nous n'allons pas pratiquer le yoga tibétain, par contre. That's for retreats. Ça, ça se fait dans le contexte de longues retraites. So, after he'd been studying in this area with Pomdrakpa, Pomdrakpa then recommended that he go to Katok Monastery to be ordained. He's in his early 20s by now, to be ordained and also to study more intellectual. There was a Jampa Bum teacher there. So, in fact, a lot of Karmapakshi's sort of intellectual training was done under Nyingma Lamas, which is quite important for his own writings as well. Donc, on a vu que KARMAPAKSHI a rencontré Pomdrakpa à l'âge de 11 ans. Ici, donc, à l'âge de 20 ans, Pomdrakpa l'envoie au monastère de Katok pour qu'il soit ordonné moine. Et également, donc, c'est là qu'il a rencontré son maître suivant, Jampa Bum, qui lui a enseigné donc toute la théorie ou la philosophie bouddhiste. So this is Katok, obviously, not when Karmapakshi went there, but this is the approach of the road along here, and it's in the history of actually a Katok, Nyingma history. It mentions that as he came round the hill on his horse, the horse actually stamped on the ground and left a footprint there. I don't know where it is. I've never found the footprint, but I like to imagine it was perhaps here as he came around the corner to see Katok for the first time. Donc, ceci est évidemment une photo contemporaine du monastère de Katok. Donc, j'ai oublié de dire que donc Pomdrakpa a envoyé Karmapakshi dans le monastère de Katok, qui est un monastère donc Nyingmapa. Et donc l'histoire dit que quand Karmapakshi est arrivé avec son cheval et qu'il est arrivé sur ce chemin qu'on voit ici à droite en vue du monastère de Katok, son cheval a laissé une empreinte de ses pieds dans le roc. Donc Charles dit qu'il n'a pas lui-même pu identifier l'endroit exact, mais qu'il aime à penser que quelque part là, il y a cette empreinte. In the same history, it also mentions that at one point Karmapakshi flew across the valley and imprinted his body and made a body print, not full, but perhaps just, well, it doesn't say exactly how much, but in a rock on the opposite side of the valley. Donc, but again, I haven't found this, unfortunately. Ok, une seconde histoire donc dit que Karmapakshi aurait en fait volé donc au travers de la vallée, aurait traversé la vallée en volant et aurait imprimé son corps. On ne sait pas exactement quelle partie du corps ni quelle taille a cette empreinte, mais aurait imprimé son corps dans un roc de l'autre côté de la vallée. À nouveau, Charles n'a pas pu identifier l'endroit, mais c'est une histoire qui est connue concernant Karmapakshi. And Karmapakshi is quite well known for saying in his writings, this is in his memoirs, that the Dzogchen and Mahamudra have different names, but in essence, they are the same. And this quotation, or this idea perhaps, got taken up by Karmachagmi in the 17th century, and then later again in the Rinne movement of the 19th century. So, and then you have in the 20th century, Chogyam Trungpa says that he thinks that, well, he quotes Karmachagmi as saying that, and you can find the Karmachagmi quote, that Karmapakshi was very much, well, Trungpa says that very much responsible for, well, beginning, shall we say, of the idea of the Rinne movement. Ok, donc ici on a une citation donc, qui vient des mémoires donc, de Karmapakshi où il dit que le Dzogchen et le Mahamudra, donc bien qu'ayant des noms différents, ont la même essence.
Donc, il était un des premiers à dire ça. Et donc, cette idée, ce concept a été repris au XVIIIe siècle par le grand maître Karmapa, a été ensuite une idée qui était au centre aussi de tout le mouvement rimé, et ensuite au XIXe siècle, et ensuite au XXe siècle, Shogyen Trungpa Rinpoche, qui a donc introduit le bouddhisme avec Akon Rinpoche à Samyeling et puis aux États-Unis, a repris cette idée en disant que l'origine du mouvement rimé et des idées de karma chagmé, c'était KARMAPAKSHI. Shogyen Trungpa a confirmé ça. Now, you remember, unfortunately, I didn't find the hoof print and I didn't find the body print. But there is a boot print from KARMAPAKSHI at Katok. Donc, Charles nous a dit qu'il n'avait pas pu localiser l'empreinte du pied du cheval de KARMAPAKSHI ni l'empreinte du corps de KARMAPAKSHI de l'autre côté de la vallée. Mais par contre, au monastère de Katok, à ce même monastère de Katok, il y a encore aujourd'hui une empreinte donc de la botte de KARMAPAKSHI dans la pierre. So he studied for a while in Katok Monastery, and then he decided to come back to Pomdrakpa, by then who was getting quite old, not terribly old, but the Mongols must have been coming along here. They'd already invaded Chengdu at one point, and they perhaps made some incursions into Tibet. But certainly Pomdrakpa and KARMAPAKSHI decided to go further south to avoid Mongol forces. Ok, donc quand il a eu fini ses études au monastère de Katok, donc KARMAPAKSHI est revenu pour retrouver Pomdrakpa, donc au sud-ouest de Katok, comme on l'avait vu précédemment. Et à ce moment-là, les Mongols étaient déjà descendus assez bas jusqu'à la ville de Chengdu, qu'on ne voit pas ici, mais qui est à droite de là où Charles le montre. Et donc, pour éviter les problèmes avec les Mongols, KARMAPAKSHI et Pomdrakpa ont décidé de descendre encore plus au sud que là où ils étaient précédemment. So they came down to Markham there. Now, Pomdrakpa had been told by his guru, Drogon Retchen, don't go to Markham. It's bad for you. And indeed, he actually died there. Pomdrakpa, KARMAPAKSHI's teacher, died in Markham. And KARMAPAKSHI was, he writes in his memoirs that he was somewhat sad about this, somewhat depressed perhaps, and he didn't quite know what to do. And then he had a vision. A lot of his decisions in his life where he changes direction are due to visions. And the vision said to go further east. And eventually he comes up to, he's crossing these great rivers here, Batang, and just northeast of Batang. Ok, donc KARMAPAKSHI et Pomdrakpa descendent vers le sud, arrivent à la ville de Markham. Markham, dont Drogon Retchen, donc le maître de Pomdrakpa, avait dit à Pomdrakpa de ne pas aller à Markham, que ce n'était pas une ville qui lui serait favorable. Et effectivement, donc, il s'est avéré que Pomdrakpa a terminé sa vie donc à Markham et est parti pour sa prochaine vie à Markham. Le KARMAPAKSHI, évidemment, à ce moment-là, était triste d'avoir perdu son maître principal et a eu une vision lui disant en fait de se diriger vers l'est, et il est en fait allé vers le nord-est et s'est trouvé donc dans la ville de Batang. So just to the northeast of Batang is a place called Pungri, up on a hill. And that building there, the picture taken in 2012, it is said to have been the buildings that were eventually built there after KARMAPAKSHI, well, towards the end of KARMAPAKSHI's, during KARMAPAKSHI's time of retreat there. He's now going to spend 12, 13 years in retreat in this area.
Donc, au nord-est de Batang, donc, il y a un endroit qui s'appelle Pungri. Et les ruines qu'on voit là, donc, seraient l'endroit où Karmapakshi a fait une retraite entre 12 et 13 ans de retraite, donc juste après que son maître soit parti pour sa prochaine vie. So here you can see Pungri from the road. You can see sort of where it is there in relation to Batang along this road and then up above. And that's the buildings from a different angle as well. Ok, donc sur la première carte en haut à gauche, on voit où est Batang et où est Pungri. Ensuite, donc on a un autre angle de vision sur les ruines de l'ermitage de Karmapakshi. So he spent a lot of initially on his own, and then eventually he gathered something like 500 people came to meditate with him. He gained quite a reputation. Donc au départ, Karmapakshi a médité à Pungri tout seul. Et petit à petit, il y a jusque 500 pratiquants qui se sont joints à lui pour pratiquer ensemble. And at one time, while he was in retreat at Pungri, he had a vision it was a dream vision, of Dakinis came to him and said, will you sing the Mani mantra to us? And he did in the dream. And they said, no, that's not the way to sing it. And they then, so he said, it's quite some dream. How should I sing it? And they told him this tune. And it actually became quite well known. We have a record from the 16th century saying that the KARMAPAKSHI tune for the Mani mantras was sung in communities quite widely amongst the Kagyu, perhaps. But it then seems to have not exactly disappeared, but it's not quite so well known. But I found a Lama Nola in the 21st century, and he was a good chanter of Palpung Monastery, and he said he knew the song, so I recorded it and then had it transcribed, and after Stefan, we will play it. Donc, quand il était en retraite donc, dans son ermitage de Pungri, Karmapakshi a eu un rêve dans lequel des dakinis sont apparus et les dakinis lui ont demandé donc de chanter le mantra Om Mani Padme Hum. Il l'a chanté et les dakinis lui ont dit mais non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut chanter. Donc, lui ont appris une certaine mélodie bien précise. Cette mélodie donc aurait été pratiquée jusqu'au XVIe siècle et là on a des traces qui le prouvent. Puis après ça aurait un petit peu disparu, mais il se fait que Charles a rencontré donc un maître de chant du monastère de Palpung, qui est Lama Norla, donc qui était un grand lama qui a vécu aux États-Unis à la fin de sa vie. Et donc, Lama Norla connaissait cette mélodie et donc Charles a pu l'enregistrer et va nous partager son enregistrement. So I can't claim that it's actually the real thing, but we have some kind of tradition has come to us. And now, when Lama Norla sang it, he sang it in a very Tibetan way. And I thought maybe for our ears, if we have an instrumental version played by a European musician, maybe we can just see the tune in a sort of cleaner or clearer way for our ears anyway. So that's what I'll do. Donc la Manorla a chanté cette mélodie donc avec d'une manière donc comme les Tibétains chantent ce genre de mélodie. Mais ici Charles a pensé que ça pourrait être bien d'avoir un enregistrement basé sur un hautbois donc alto de la Renaissance pour avoir simplement la mélodie elle-même et pouvoir l'entendre. Now, technologically, I don't think this is going to work. No. So we'll do it another way.
Anybody is very welcome to. I'm going to give the original Tibetan recording to Shempen, and you can also. I think this is on the internet already. It's a slightly obscure place, but you're very welcome to develop. If any of you are singers, musicians, composers, please do use it. Okay, that's rather it was used because KARMAPAKSHI said that it was very useful. Brought great blessing, and he actually taught. I'm not saying he taught them how to sing it, but he did present it to both Kublai Khan and to Monga Khan as well. Donc, KARMAPAKSHI a encouragé aussi bien Kublai Khan que Monga Khan d'utiliser cette mélodie. Donc, Charles va donner l'enregistrement original de la Manorla à Shempen. Donc, vous êtes et apparemment cet enregistrement est aussi disponible sur Internet, bien que le site soit pas vraiment difficile à trouver. Mais donc, vous êtes les très bienvenus. Et KARMAPAKSHI a dit qu'il y avait beaucoup de bénédictions, beaucoup de choses positives qui surviendraient si les personnes utilisent cette mélodie. Charles vous encourage à le faire. Encore. So in retreat, one of KARMAPAKSHI's main practices was the Jinasagara, the Gyawagamso, or the Red Chenrezig. Donc en retraite, dans son ermitage, une des principales pratiques de KARMAPAKSHI était donc Jinasagara en sanskrit, Gyawagamso en tibétain ou Chenrezig rouge en français. So that when you see the lineage paintings, it's not in the KARMAPAKSHI practice up there, but the lineage paintings, often it's Gyawagamso that is presented as his yidam. Donc dans les peintures traditionnelles de KARMAPAKSHI, c'est très souvent Gyawagamso qui apparaît comme étant le yidam principal de KARMAPAKSHI. KARMAPAKSHI est également représenté sur la tanka qui est juste en face de moi, mais Gyawagamso n'est pas sur cette tanka. So after retreat, he begins his missionary work, so to speak. Now, firstly, what he did was to, let's go ahead a little bit, repair some of the monasteries that Dusum Khenpa had founded in the area in East Tibet. You remember the three, Khampa Nenang, Pangpuk, and Kamagun. And he didn't necessarily found monasteries himself in East Tibet, but he repaired them because Dusum Khenpa had died in about 50 years beforehand in 1193. So perhaps they become a little bit dilapidated or dissipated the energy there. And so he visited each one of these monasteries and helped repair them and restore them. Donc après sa retraite qui se termine en 1246, donc KARMAPAKSHI commence son travail de, entre guillemets, missionnaire et donc commence par réparer et restaurer en fait les monastères qui avaient été fondés par son prédécesseur Dusum Khenpa. Il y a quand même 50 années qui se sont écoulées maintenant entre le départ de Dusum Khenpa pour sa prochaine vie et 1246. Et donc, pendant ces 50 années, il est probable que les monastères se soient petit à petit
détériorés et qu'il était vraiment nécessaire de les restaurer. So these are what the monasteries look like more or less nowadays. They also got damaged during the Great Cultural Revolution, but it gives you an idea of the monasteries there that he helped repair. Donc ici, bien sûr, ces monastères ont probablement encore été détruits ou endommagés pendant la révolution culturelle des années 60 en Chine. Mais ici, on voyait une photo contemporaine de ces 3 monastères qui existent toujours au jour d'aujourd'hui. So when he was at Karmagun, the northernmost of those monasteries, some monks came from the Shangshung area, and they invited him to come into central Tibet. They asked him to come to Tsurpu, actually. And he decided that he would go. Now, Tsurpu was where Dusum Khenpa had died about 50 years beforehand. And so Karmapakshi traveled across he went first to Lhasa, and then he traveled to Tsurpu, and there he found Tsurpu somewhat in ruins, the buildings, and also the Sangha somewhat in ruins. The monks had taken to drinking. Donc, après avoir restauré ces 3 monastères dans l'est du Tibet, des émissaires du royaume de Shangshung, qui se trouve à l'ouest du Tibet, invitent Karmapakshi à aller à Tsurpu, qui était aussi un siège de son prédécesseur Dusum Khenpa. Et quand il arrive à Tsurpu, il le fait, il traverse toutes ces montagnes, arrive à Tsurpu, il trouve Tsurpu dans un état vraiment assez mauvais. Le monastère n'est plus en très bon état et malheureusement, certains moines ont commencé aussi à abandonner leurs vœux et à boire de l'alcool. So this is the last photograph we have of Tsurpu before the Great Cultural Revolution. And obviously when Karmapakshi came there, it wasn't as large because he helped expand it as well as later Karmapas. But it must have been quite large, at least by the time of his death, because as we're going to see, he actually commissioned and had built a huge Buddha statue, 20 meters high, which would need indoors. So you can see all the floors going up here. It would need to have been quite a big building, even in those days. Donc ici, on a une très rare photo d'avant l'invasion chinoise, puisqu'elle a été prise en 1946 ou 1950. Et ce n'est peut-être pas exactement Tsurpu tel que Karmapakshi l'a construit, mais enfin, c'est la plus proche photo qu'on puisse trouver, qui existe. Et Karmapakshi est connu pour avoir construit une statue du Bouddha Sakyamuni d'à peu près 20 mètres de haut. Et bien entendu, pour que le monastère, pour que le temple principal puisse contenir cette statue de 20 mètres de haut, il fallait un monastère qui était quand même assez imposant. Et probablement que peut-être que ce n'est pas aussi grand que ça, mais c'était quand même probablement assez proche de ça. So Karmapakshi went to Tsurpu in around 1249, thereabouts. He spent about 6 years there. Repairing the monastery, improving the Sangha. He did a little bit of missionary work, I suppose, or tours, should we say, teaching tours in the area. But he spent 6 years there. Donc, lorsque Karmapakshi est arrivé à Tsurpu, il a finalement passé 6 ans là-bas. Et il a, comme on l'a dit, restauré le monastère, le bâtiment. Il a également restauré les vœux dans la Sangha monastique. Il a reconstitué une Sangha monastique. Et il a également entrepris des tournées pour donner des enseignements dans toutes les régions avoisinantes. Meanwhile, in East Tibet, or West China, more accurately, but the lower reaches of Tibet as it goes into China, Kublai Khan had come from northeast Tibet, northwest China area. He'd gone down to a place called Dali at the time. It's the north part of
the Yunnan, what's now known as the Yunnan province. He came down as a sort of raid almost. The Mongols were interested in taking over China. Their grandfather, Kublai Khan's grandfather, Genghis Khan, had actually died attempting this in 1227, quite some years earlier. So Kublai Khan came down that eastern side of Tibet, came to Dali. Very quickly, they surrendered. They knew better than to fight the Mongols. And then he went back. It was quite a quick trip. But somewhere along that time, going down and then back up, he probably heard about this unusual meditator in the Pungri area, because he actually sent messengers to Tsapu to invite KARMAPAKSHI to come and attend at his court. Donc, pendant ce temps-là, donc pendant que KARMAPAKSHI est occupé pendant 6 ans donc à Tsurphou, qu'est-ce qui se passe donc dans l'est du Tibet, ou on peut dire l'ouest de la Chine. Donc, dans l'est du Tibet, Kublai Khan donc part du nord-est et arrive à la ville de Dali, qui est au nord de la rivière Yunnan. Et donc, il conquiert cette ville de Dali assez rapidement. En fait, les habitants décident très rapidement de ne pas combattre et de se rendre. Et donc, Kublai Khan ne reste pas très très longtemps là-bas, mais apparemment, il apprend quand même, on lui parle de ce méditant exceptionnel qui a fait cette retraite à Pungri. Et donc, du coup, Kublai Khan envoie des émissaires à Tsurphou pour demander à KARMAPAKSHI de se rendre à la cour de l'empereur de Chine, puisque les Mongols avaient décidé de conquérir la Chine. So KARMAPAKSHI had considerable doubts about this. He writes this in his memoirs, whether to go or not go. If you remember, he'd run away from Mongols before with his teacher in East Tibet. But again, a vision told him that he should go and it would be beneficial. And apparently it was quite upsetting for the locals as well. He'd come as a great teacher. He'd been there working for 6 years, and then he was just going to go. But he did, and he went to meet Kublai Khan in northeast China, where he was sort of based as a nomadic. He was a prince at this time, not an emperor. And at first, the meeting was very good. Donc, quand KARMAPAKSHI reçoit les émissaires de Kublai Khan, les émissaires lui demandent donc de se rendre auprès de la cour de Kublai Khan, qui à ce moment-là était encore un prince, il n'était pas le roi ni l'empereur. Et KARMAPAKSHI, comme on l'avait vu précédemment, avait déjà fui avec Pomdrakpa les Mongols qui, déjà à l'époque, à l'est du Tibet, donc essayaient d'avancer de plus en plus vers le sud. Et donc, KARMAPAKSHI a eu beaucoup de doutes. Fallait-il, oui ou non, accepter cette invitation à la cour? Et donc, de nouveau, comme c'est arrivé souvent dans la vie de KARMAPAKSHI, il a fait un rêve qui lui a dit dans lequel on lui a dit qu'il serait positif s'il acceptait l'invitation. Et du coup, donc, il s'est rendu au nord-est de la Chine pour rencontrer Kublai Khan. He gave him the Bodhisattva vow, and he may have given him initiation as well. I'm not sure of this, but certainly gave him the Bodhisattva vow. Donc cette rencontre s'est bien passée et donc peut-être KARMAPAKSHI a-t-il également donné des initiations à Kublai Khan, mais ce qui est certain, c'est qu'il lui a donné les vœux de Bodhisattva. Then KARMAPAKSHI had a sort of warning that in the court there was going to be trouble and fighting, and he decided to leave, almost really quite suddenly in a way. And this rather upset Kublai Khan, as we'll find out later. But KARMAPAKSHI proceeds. He's up in this area of northeast China, and he proceeds a little way away from Kublai Khan, and he continues preaching, building, repairing stupas, repairing monasteries. Perhaps they've been damaged by Mongols or in other ways. And so he was still in the area for a little while.
This is in 1255 to 1256. Donc, en 1255-1256, Karmapakshi commence à avoir des visions qui lui indiquent qu'il va y avoir des sérieuses disputes entre les Khans, entre ces princes mongols, et décide de partir, de quitter la cour. Et donc, continue en fait pendant un certain temps dans la même région là, qui a été indiquée sur la carte, continue à réparer des stupas, donner des enseignements et poursuit son travail, mais a vraiment quitté la cour. Et quand Kubilai Khan se rend compte de ça, il n'est pas très content. So he actually started to return on his way to central Tibet again on the northern route in. He'd got as far as Tsongkhar, and then he had another vision, don't go there, maybe go further north. And then from Karakoram, messengers arrived from Mongi Khan, who was actually the emperor of all the Khans at that time, inviting KARMAPAKSHI. And Mongi Khan was emperor from Korea way over to Poland and Hungary, and perhaps even Vienna, not quite sure quite how far they got. But so it was a huge empire. And he invited KARMAPAKSHI to go to Karakoram, where he was largely based. And this time, KARMAPAKSHI, well, he doesn't say he had any doubts. He just decided to go across the Gobi Desert. Donc, Karmapakshi était resté donc dans cette région-là du nord-est, et à un certain moment, donc Mongi Khan, qui à ce moment-là donc a disposé, donc avait créé un empire mongol qui s'étendait de la Corée donc à l'est jusqu'en Pologne ou jusque même à Vienne, donc en Autriche, donc un énorme empire. Mongi Khan convoque Karmapakshi et lui demande de se rendre là où il était basé, là où Mongi Khan était basé, c'est-à-dire la ville de Karakoram, donc tout à fait au nord. In fact, Mongi Khan had been in Kiev in about 1240. So he'd been way over in the west side, but now he'd returned and been elected. He maneuvered his way to becoming the major Khan. And so KARMAPAKSHI approached across the desert, and when he came, according to his records, when he came to Mongi Khan's huge camp, the tent camp, there was very strong sort of weather conditions, like a storm and lightning and then rainbows afterwards. And then he met Mongi Khan. Donc le Karmapa traverse donc le désert de Gobi, et quand il arrive à proximité de la cour de Mongi Khan, qui lui-même avait, au terme de tout un tas de manœuvres, était arrivé à devenir vraiment le grand chef des Mongols. Quand Karmapakshi arrive à proximité de Karakoram et de la cour de l'empereur, il y a c'était des tentes apparemment, donc cette cour, les Mongols vivaient dans des tentes, et il y a des signes incroyables qui se déroulent, des arcs-en-ciel, des coups de tonnerre, et les éléments se déchaînent vraiment quand il arrive. But as KARMAPAKSHI was approaching, he also understood, so he says himself, he came to understand and resolve this enigma about being reincarnated. Dusum Kempa, his incarnation predecessor, being reincarnated for the sake of one person, which sort of doesn't make sense for a bodhisattva. Bodhisattvas reincarnate for the sake of all beings until enlightenment. But as he approached, he sort of understood that maybe this was what was meant, that he should reincarnate in order to help teach this person who was, as he refers to him, the emperor of the world. He was, in effect, the emperor of the world at that time.
Donc, on avait précédemment mentionné cette prophétie de Dusum Khenpa dont on connaissait les 3 temps et qui avait dit qu'il se réincarnerait principalement pour le bénéfice d'une seule personne. Et on disait, comment ceci est-il compatible avec l'idéal du bodhisattva? Et en approchant, qui est censé donc servir tous les êtres, et ici, donc, lorsque Karmapakshi s'approche de la cour de Mangekan, il commence à comprendre le sens de cette prophétie et le fait que Dusum Khenpa se réincarnerait en Karmapakshi pour pouvoir enseigner finalement celui qui à l'époque était le chef du monde, si on veut, Mangekan. So their meeting was quite auspicious to start with, and he had an audience with Mangekan, and I'll just read a little bit from page 63 in the book. I'll pass it to you afterwards. Yeah, thank you. Once Karmapakshi had gained his first audience with the Earth Protector King, the Emperor commanded, "I am the ruler of the world. Get rid of my obstacles." Karmapakshi replied, "Tonight I will think about it a little bit." A somewhat brave reply to make in front of a warrior emperor. In the morning of the next day, Karmapakshi again had access to the Emperor Monge and gave his recommendations as recounted in verse. "Indeed, in this imperfect world, never will there be a king like you. Whatever any astrologers have said, I myself, Karmapakshi, seek to counteract your obstacles. Benefit the Buddha's teaching and all beings, distribute food and wealth throughout the kingdom, repair the residences of the lamas, and make sky offerings with no sense of loss. Again and again, I ask you to set free the criminals kept in the prisons." So Karmapakshi is asking in return for him giving spiritual help that Mongikan do this social programs. And in fact, Mongikan does keep to these, and we've got a list here. He distributed food and wealth to people from his treasury. He repaired monasteries. He actually helped create a monastery or found one. And he carried on with his offerings to the sky. There's a Mongolian tradition. And 13 times he liberated prisoners. It's not exactly sure if they were criminals or perhaps prisoners of war as well. He captured many people. And also, Karmapakshi says that Mongikan decreed that on certain days of the month that there should be no hunting or killing. On the 8th, the 10th, the 15th, and the 23rd of each month. And there are separate records that actually attest to Mongikan issuing a decree that for those days, there shouldn't be killing or hunting. Donc, lorsque Karmapakshi, donc ici c'est un extrait donc à la page 69 du livre de Charles. Donc, lorsque Karmapakshi donc a reçu sa première audience avec le protecteur de la terre, le roi protecteur de la terre, l'empereur lui a donné l'ordre suivant: je suis le chef du monde, s'il vous plaît, libérez-moi de tous mes obstacles. Karmapakshi a répondu: ce soir, je vais y penser, je vais penser à votre demande. Et donc Charles disait que bon, c'était assez courageux de sa part d'oser faire une réponse pareille au roi du monde. Et ensuite, donc, le lendemain matin, Karmapakshi donc, a eu une seconde audience avec l'empereur et lui a fait part de ses recommandations. Donc, en effet, dans ce monde imparfait, il n'y aura jamais de roi comparable à vous. Quoi que les astrologues aient dit, moi, Karmapakshi, je ferai tout pour contrer les obstacles qui sont en face de vous.
Pour ce faire, donc, vous devez bénéficier les enseignements du Bouddha et vous devez bénéficier tous les êtres. Vous devez distribuer, donc ça ce sont donc les recommandations qu'il donne à l'empereur. Vous devez distribuer de la nourriture et de la richesse à travers tout le royaume. Vous devez réparer les résidences des lamas. Vous devez faire des offrandes sans avoir d'attachement. Et encore et encore, je vous demande de libérer les criminels qui sont emprisonnés. Et donc, on le voit ici, en fait, ces politiques ont ensuite été effectivement mises en œuvre par Mangekan. Il a par exemple fait libérer, l'histoire nous dit qu'il a fait libérer 13 fois des prisonniers et qu'il a également fait interdire la chasse et l'abattage lors de certains jours bien précis du calendrier qui sont mentionnés ici, donc le 8, le 10, le 15 et le 23 de chaque mois. So they got on very well, apparently, and he gave him initiation, in particular in the Chakrasamvara mandala, and he gave him Mahamudra Mongikan, this fierce warrior. He gave him a Mahamudra meditation, and according to KARMAPAKSHI, he was actually a very good meditator. But he was still Mongikan, he was still a warrior. And he was gathering forces, and he decided it was time to go further. We're getting to 1257 or thereabouts, and he decided to go south into China to attack China. And KARMAPAKSHI decided to leave them, and he would go across to Almalek, where the Chagatai branch of the Mongol Empire was, and he met the court there. It was actually a minority. It was a young person, mostly influenced by his mother, but they were more interested in the Islam, apparently. So he didn't have much success there. Donc, la rencontre entre Mangekan et KARMAPAKSHI donc c'est très bien déroulé. KARMAPAKSHI a donné l'initiation de Chakrasamvara à Mangekan. Il lui a également donné des instructions du Mahamudra. Et KARMAPAKSHI aurait dit que Mangekan était un très bon pratiquant de la méditation du Mahamudra. Néanmoins, donc, le Mangekan restait l'empereur, restait un guerrier, et donc voulait poursuivre ses conquêtes. Et du coup, KARMAPAKSHI a décidé de migrer donc vers une autre branche de l'Empire mongol, Al-Malik, donc tout à fait à l'ouest, où apparemment donc un des princes mongols était très fort sous l'influence de sa mère. KARMAPAKSHI n'aurait pas eu énormément de succès dans cette zone-là qui était déjà sous influence de l'islam assez forte. So he decided to come back to Tibet, and on his way, he passed through Kucha here, and there he had, for him, a very important dream. He dreamt of a Buddha telling him that he should build a statue as large as I am, this huge statue that he eventually came to build in Sopu. And that's in the area where he had the dream. And then he proceeded across along this, one of the silk routes along here. And actually he met up with Mongikan again in the Liu Panchan mountains. Et donc, comme il n'avait pas beaucoup de succès pour enseigner dans cette zone-là, donc KARMAPAKSHI a décidé de revenir vers le Tibet. Lorsqu'il est arrivé à la ville qui est mentionnée en dessous d'Al-Malik, donc à Kusha, c'est là que KARMAPAKSHI aurait fait ce rêve, l'inspirant donc il aurait vu un Bouddha, une grande apparition du Bouddha, et le Bouddha lui a dit à ce moment-là, construis une statue du Bouddha aussi grande que moi. Donc on a parlé tout à l'heure de cette statue donc de 20 mètres de haut qui a été construite par KARMAPAKSHI. C'est donc là qu'il a fait le rêve
qui l'a ensuite conduit à créer cette statue. Ensuite, donc, Karmapakshi a continué à migrer vers l'est du Tibet et a rencontré une nouvelle fois donc Mangekan. And Karmapakshi then said to him, you know, I really must go back to central Tibet. He's, you know, quite old by now, and he wants to build this statue as well. And they part amicably. Monge goes further south into China, and he eventually dies in 1259 in central China. Donc, lorsque Karmapakshi revoit Mangekan, Karmapakshi lui dit que lui-même, Karmapakshi devient a vieilli et donc qu'il doit retourner au Tibet central puisqu'il avait ce projet de construire cette grande statue de Bouddha. Il voulait retourner au Tibet central pour la construire à Tsurphou. Et donc, Mangekan accepte ça, donc il se sépare en termes amicaux. Et finalement, Mangekan donc décède en Chine centrale en 1259. Karmapakshi is still in the area, more or less. He's still doing some work there, helping repair statues and so forth. Because Monge Khan has died, the younger brother of both Kublai Kai and Monge, Arik Burke, declares himself, he's still back in Karakoram, he declares himself the emperor of the Khans. Also, Kublai Khan declares himself as the emperor of the Khans. So there's something of a civil war starts. Now, Karmapakshi had left Kublai Khan under not such good circumstances. Kublai Khan presumably resented it because he then issued several death warrants on Karmapakshi because he saw him as being part of the Arik Burke side, because he'd been up in Karakoram, he'd had very good relations, he'd stayed there quite a while. So there were, presumably this was the political judgment. And he attempted to have Karmapakshi killed a number of times. But he failed, and in fact, eventually the executioner killed himself, presumably out of a sense of failure. And then at that point, Kublai Khan decides, I won't kill him, but I'll just capture him and put him in exile, in sort of internal exile, and send him to a remote place where he can't be any trouble as he continues his civil war with his younger brother, Arik Burke. Donc, Mange Khan est donc décédé. Deux de ses frères, donc Kublai Khan et Arik Burke, prétendent tous les deux au titre de chef des Khans, donc de devenir eux-mêmes empereurs. Comme ils prétendent tous les deux en même temps à cette position, il y a des grandes rivalités entre eux. Et Kublai Khan est convaincu que Karmapakshi est du côté de Arik Burke, donc son Arik Burke? Yes. Arik Burke, donc who is the younger brother of the three, yeah. Qui est le plus jeune des trois frères, Mange, Kublai et Arik Burke. Donc Arik Burke est le plus jeune. Kublai est convaincu que Karmapakshi est du côté de Arik Burke, donc de son plus jeune frère, et envoie quelqu'un pour le tuer. Il essaye à plusieurs reprises, il n'y arrive pas. Finalement, celui qui était censé tuer Karmapakshi se tuerait lui-même. L'histoire dit qu'il s'est tué lui-même. Et finalement, Kublai Khan revient sur sa décision de tuer Karmapakshi et décide de le capturer pour le mettre en isolement dans une région très isolée. So first Karmapakshi is taken across to Xanadu, Shangdu, and then he is sent, and it's not entirely clear where he goes, but I suggest that it's further northeast from Shangdu, because Karmapakshi just describes it as being a lake with islands, or
almost a sea, really. Well, the word can be taken both ways. And it's very barren there as well. And there is a lake, a huge lake up there in northeast, the Dalai Nur, or it's now known as Lake Hulun. It's a preserved area, and it does have some islands in the lake as well. And KARMAPAKSHI spent about 2 years there in isolation, and he did quite a bit of writing there as well. Donc la zone où KARMAPAKSHI a été exilé n'est pas tout à fait claire, mais donc ce serait à Xanadu ou au nord-est de Xanadu, à proximité de ce lac. La zone a été décrite comme barren. Barren means nue ou une zone déserte. Et donc KARMAPAKSHI a été exilé probablement sur une île de ce lac pendant à peu près 2 ans, et il a mis à profit ce temps pour rédiger, pour écrire plusieurs textes. So in 1264, it gets resolved, this civil war, and Kublai Khan is accepted as the emperor of emperors. Donc en 1264, ces rivalités entre les deux frères arrivent à son terme, et Kubilai est finalement obtient le titre d'empereur. And he recalls, KARMAPAKSHI is up in this area, he recalls KARMAPAKSHI to what eventually becomes Beijing, to that area. But he still keeps him imprisoned there. Donc à ce moment-là, Kubilai Khan libère KARMAPAKSHI de son exil sur cette île au milieu du lac et le fait revenir proche de ce qu'on connaît maintenant comme étant Pékin, Beijing, mais le garde en captivité, mais plus aussi loin. Actually, they had 24-hour guards there, but nevertheless, KARMAPAKSHI managed to escape. Malgré que KARMAPAKSHI est entouré par des gardes 24 heures sur 24, il parvient quand même à s'échapper. It was this point that Kublai Khan changed his mind. And he actually asked him to become his teacher again. Et donc c'est à ce moment-là que finalement Kubilai Khan change d'état d'esprit et décide de demander à KARMAPAKSHI de devenir son maître spirituel ou l'un de ses maîtres spirituels. And it seems that KARMAPAKSHI had enough, really. So he said, no, I really must go back. I'm an old man. And also he was quite wealthy. He received an awful lot of riches, silver and perhaps other objects too, from Monge Khan. He'd been gathering quite a bit. He seemed to have managed to keep this. And so he was returning as quite a wealthy man, and he returned eventually. It took 8 years for him to get back to Tsurpu eventually. But he stopped in East Tibet first and helped, it created some statues there in the monasteries of Dusum Khenpa, and then returned to Tsurpu. Donc Kubilai Khan demande à KARMAPAKSHI de devenir son gourou, mais KARMAPAKSHI lui dit « Non, maintenant je suis devenu un vieil homme, je dois absolument rentrer au Tibet central. » KARMAPAKSHI était parvenu à conserver une bonne partie des offrandes qu'il avait reçues de Monge Khan, et donc revient au Tibet avec un certain montant, une certaine richesse, toutes ces offrandes qu'il avait reçues, et donc commence, en fait, ça va lui prendre 8 ans pour rejoindre le centre du Tibet, et sur le chemin, donc, restaure à nouveau des monastères et fait des offrandes à différents monastères. So he comes back to Tsurpu. He had sent a letter from when he was up in Kucha, and he told them, to the people at Tsurpu, to start on this project of building this statue. But when he got there, not much had been done. So he proceeded to oversee the whole project.
Donc, lorsqu'il était à Kucha et qu'il a fait ce rêve en voyant donc un Bouddha qui lui demandait de construire une statue de la même hauteur que lui, Karmapakshi avait écrit à Tsurpu, il avait demandé aux moines de commencer à travailler sur ce projet. Et donc, quand il est arrivé à Tsurpu, le projet avait commencé mais n'était pas très avancé. Unfortunately, we don't have any record of the statue, photographic record. Richardson didn't take one. We have his photographs in Oxford. But he did see it and he described it. He also described it as being 20 meters high, and it occurs in the, well, his estimate of it. There has been recreated since the Great Cultural Revolution. There has been recreated another one, but it doesn't seem to be quite as high. Donc, il n'y a malheureusement pas eu Richardson qui a pris ces photos du monastère de Turku de l'extérieur du monastère, n'a malheureusement pas photographié cette statue faite par Karmapakshi qui a ensuite été détruite pendant la révolution culturelle. Il y a une statue qui a été recréée donc maintenant, donc après la libéralisation en Chine, mais cette statue n'atteindrait pas la même hauteur que la précédente. And while they were building it, there were quite some obstacles. The workers started fighting amongst themselves, and then the fighting spread to the kitchens, and there were quite some obstacles in doing it. But eventually, they managed to achieve the statue. Donc, lorsque cette statue donc a été construite, il y a eu des difficultés dans le monastère, des disputes entre les moines, des disputes avec les personnes qui s'occupaient des cuisines, etc. Mais finalement, la statue a pu être réalisée. And Karmapakshi thought it was very important that consecration of such objects helps the whole area in Buddhist terms. Donc Karmapakshi estimait que ce projet de construire la statue était extrêmement important et qu'il allait vraiment bénéficier à toute la région entourant le monastère. So he's quite old now, and he's beginning to make preparations for his next incarnation. Now, with the statue there, already apparently pilgrims were coming to see it. It became a place to come and visit, as you would also go to Lhasa, of course. And there was a party that came from southern Tibet, and they came to visit the statue. And amongst the party was an itinerant potter and his wife. They would travel around in southern Tibet, making pottery in the various villages. And at one point, they came and paid their respects to the statue. And at one point, this great Mahasiddha called the potter aside and asked him, he said, at some point, I will have need of your dwelling, of your house. And he was really surprised, the potter, this is a great man, and he asks me this. But he goes back to his companions, the fellow pilgrims, and he tells them, the great Lama here, he's asked me if he can borrow my house. And they just thought this was hilarious because he was an itinerant potter. He had no house. So it did seem very strange. But about a year later, the third Karmapa is born to his wife, the potter's wife, and that's Rangran Dorji gets born to the potter's wife. So it would seem that in a way, Karmapakshi is making a preparation for the physical continuation of the lineage. Donc, une fois que cette statue a été construite, elle est devenue un lieu de pèlerinage, puisque Tsurpu est proche de Lhasa, donc des pèlerins qui allaient à Lhasa venaient également honorer cette statue à Tsurpu. Et parmi les pèlerins qui sont venus donc à Tsurpu pour honorer la nouvelle statue du Bouddha, il y avait donc un groupe de pèlerins qui venaient du sud du Tibet. Et dans ce groupe, donc, il y avait un potier et sa femme. Et le Karmapa a demandé à rencontrer donc ce potier et lui a dit écoute, dans le futur, je vais avoir besoin d'emprunter ta maison.
Et quand le petit a entendu ça et puis qu'il en a parlé à ses amis pèlerins, il s'est demandé mais qu'est-ce que le karmapa peut bien vouloir dire? Parce que moi-même, je n'ai pas de maison, je suis un petit itinérant, donc comment est-ce que le karmapa pourrait un jour emprunter ma maison? Cela dit, il semble que donc le karmapa était déjà en train de préparer sa future incarnation parce que un an après le départ de KARMAPAKSHI pour sa prochaine vie, la femme du potier a donné naissance au troisième Karmapa, Rangjung Dorje. So perhaps that's the part of the third stage in the establishment of reincarnation. They reincarnate from a lama into a child. There had been previously incarnation, people either saying that they were incarnations themselves or being told so. But this was as adults. This is the first time that it happens. Well, KARMAPAKSHI was quite young, and then Rangjung Dorji was recognized at the age of 5. So this is the first time that it starts to happen with children. Donc, il y avait déjà eu par le passé des maîtres qui disaient qu'ils étaient la réincarnation de tel ou tel maître du passé. Mais ici, c'est la première fois, donc la continuation entre KARMAPAKSHI et Rangjung Dorje, c'est la première fois que cette continuation se déroule au niveau d'un enfant, puisque Rangjung Dorje est reconnu à l'âge de 5 ans, donc peu de temps après le départ de KARMAPAKSHI pour sa prochaine vie. But even more important than the physical, of course, is the continuation of the realization of the teachings and the transmission. And while KARMAPAKSHI was still alive, he had a visitor, Ugyen Rinpoche, Rinchen Pal, and he was a Mahasiddha himself, and he came to visit KARMAPAKSHI, but only for 3 days. But they had a very convivial meeting. They had a little bit of sort of yogi joshing at first, apparently, playing jokes on each other. But then it was a very good meeting. And KARMAPAKSHI gave him the Gyawa Gamso initiation. He gave him instructions. He taught him about the introduction to the 4 kayas. And during the Gyawa Gamso initiation, there was apparently a transmission of mind to mind. Donc, en dehors de la continuation physique entre KARMAPAKSHI et Rangjung Dorje, ce qui est également important, c'est la continuation de la lignée spirituelle. Et donc, KARMAPAKSHI a rencontré donc, à un certain moment de sa vie un autre Mahasiddha du nom d'Orjenpa. Et bien qu'il n'ait passé que 3 jours ensemble, et qu'il semble qu'au début de ces 3 jours, donc ils étaient 2 yogis qui ont blagué ensemble, qui ont échangé des blagues. Durant ces 3 jours, KARMAPAKSHI a néanmoins transmis à Orjenpa Gyalwa Gamso, donc on en avait parlé tout à l'heure, donc Chenrizi rouge, Jinasagara en sanskrit, a transmis également donc l'introduction aux 4 kayas. Et il semble que pendant l'introduction, pendant l'initiation de Gyalwa Gamso, il y a également eu une introduction à la nature de l'esprit qui a été donnée par KARMAPAKSHI à Orjenpa. And it was then Ugyenpa who taught the young 5-year-old Rangjung Dorji when he found him initially in the south of Tibet and taught him as well. But gave him the crucial transmissions. One of KARMAPAKSHI's disciples also gave Rangjung Dorji other transmissions as well, but the crucial one came from KARMAPAKSHI to Ugyenpa to Rangjung Dorji. Donc, c'est ensuite Orjenpa qui a transmis au troisième Karmapa, Rangjung Dorje, toutes les instructions essentielles. Il y a eu un autre disciple de KARMAPAKSHI qui a transmis d'autres enseignements qui provenaient de KARMAPAKSHI à Rangjung Dorje, mais les instructions essentielles, on crédite donc Orjenpa de les avoir transmises à Rangjung Dorje.
So round about 1282, KARMAPAKSHI seems to have had a stroke. He couldn't walk, and I think he had difficulty speaking, apparently. But then he seems to have recovered, or at least it's not mentioned again. But then the next year, he actually dies. Donc en 1282, KARMAPAKSHI a eu donc une attaque vasculaire cérébrale et il aurait perdu l'usage de son corps pendant un certain temps et de la parole. Il se serait rétabli et ensuite, un an après, donc, est parti pour sa prochaine vie, en 1283. He was gone. Il était parti. Rangjung Dorji, you can see his life story in the same series done by Ruth Gamble. And in it, she's actually translated, refers to a text called the Bardoma, where Rangjung Dorji describes his transition from one life to another. Donc, concernant la vie du troisième Karmapa, Rangjung Dorje, on peut se référer donc à l'ouvrage de Ruth Gamble qui se base sur un texte qui s'appelle le Bardoma, dans lequel Rangjung Dorje se souvient de son passage dans le bardo et le décrit en détail. You can see here on the picture to the right, there's Mongikan, somewhat smaller than KARMAPAKSHI. There's Gyawa Gamso, and this is a famous lineage portrait. And KARMAPAKSHI is very important for, of course, for establishing the Karmapa lineage. He was the first one, he referred to himself as Karmapa, whereas Dusum Khyentse wasn't referred to as Karmapa. And Rangjung Dorji didn't refer to himself as Karmapa either. But again, then the fourth Karmapa does refer as Karmapa. But and do be careful when reading the book that sometimes in translations, KARMAPAKSHI refers to himself as Rangjung Dorji, which is actually the name of the third Karmapa as well. He took that sort of esoteric name of KARMAPAKSHI as for himself as Rangjung Dorji. So just be clear that in some of the translations, unless it's put as Karmapa Rangjung Dorji, which is the third Karmapa, just Rangjung Dorji is KARMAPAKSHI. Donc ici, on a une représentation visuelle très importante pour la lignée. Donc il y a KARMAPAKSHI, à sa droite Mongekan, donc qui l'empereur mongol, mais qui est finalement représenté plus petit que la taille de KARMAPAKSHI, et tout en haut à droite, donc Chenrezi rouge, Jinasagara ou Gyalwa Gamso, donc le idam principal de KARMAPAKSHI. Donc, KARMAPAKSHI est très important pour la lignée des Karmapa parce qu'il est le premier à s'identifier lui-même comme étant le Karmapa. Dusum Khyentse n'avait jamais dit de lui-même qu'il était le Karmapa, et de même, le troisième Karmapa, Rangjung Dorje, ne s'est pas identifié, n'a pas dit de lui-même qu'il était le Karmapa. Le quatrième Karmapa, par contre, l'a dit qu'il était le Karmapa. Mais donc, le KARMAPAKSHI est très important pour notre lignée. Un petit détail technique, c'est que donc parfois les maîtres ont plusieurs noms. Le même maître peut avoir plusieurs noms, et en particulier pour KARMAPAKSHI, son nom secret, c'était Rangjung Dorje, qui est donc le même nom que le nom du troisième Karmapa. Et donc Charles attire notre attention sur le fait que s'il n'est pas clairement écrit dans un texte qu'il s'agit du Karmapa Rangjung Dorje, il y a des bonnes chances que Rangjung Dorje désigne KARMAPAKSHI, qui est en fait le second Karmapa. Je ne sais pas si c'est clair. Mais... j'ai fait de mon mieux. So at the moment, we seem to have about 40 works of KARMAPAKSHI's, of which almost half, 19, are part of a series that he created called the
Gyamso Tai. Well, the titles are longer, but it's the Gyamso Tai series. D'accord, donc on comptabilise donc 40 œuvres, donc au total donc 40 écrits attribués à KARMAPAKSHI. Dans cette série de 40 ouvrages, donc il y a une série qui s'appelle Gyamso Taillé, donc Océan Gyamso Taillé sans limite, et qui est toujours existant et qui comprend donc 19 ouvrages. And the Gyamso Tai, it's quite well structured, the whole series. It wasn't just that he wrote one after another like that. Very early on, he does specify the structure of how it's going to occur. Donc, et Océan sans limite n'est pas une suite consécutive d'ouvrages qui ne sont pas liés les uns aux autres. Il y a une structure qui est établie dès le départ et que KARMAPAKSHI va suivre tout au long des 19 ouvrages. And in the book, you'll see the chapters on the translations, and these are just examples of the various bits and pieces that I've from his writings that I've translated. Towards the end, there's the last one, the autobiography in verse. It actually comes from Situ Panchen, but he's quoting what well, he says that he's quoting what KARMAPAKSHI had written, but we don't have any example of it. So I thought it was fair enough to include it, even though it appears in Situ Panchen's work, but he does say that this is what KARMAPAKSHI wrote. So that's the last one. These are above are the titles of the text that you translated the in here. Yes, okay. they're just the titles of the chapters. Donc ici, on retrouve donc parmi ces 19 ouvrages toujours existants de KARMAPAKSHI, Charles en a traduit donc une série qui sont mentionnés ici, hein, donc incarnation précédente, méditation. Le tout dernier donc récite son autobiographie en vers, donc récit de l'autobiographie de KARMAPAKSHI en vers n'est pas directement issu d'un texte de KARMAPAKSHI, mais il est issu d'un texte de Situ Panchen, donc le 8e Tai Situpa, le plus connu en fait des Tai Situpa, qui lui-même avait repris dans un de ses ouvrages des vers attribués à KARMAPAKSHI. Donc Charles a estimé qu'il était juste de reprendre les vers cités par Situ Panchen, puisque Situ Panchen attribuait ces vers à KARMAPAKSHI lui-même. Donc même si le texte original a été perdu, on peut se fier donc aux vers repris par Situ Panchen, donc qui sont également repris dans l'ouvrage de Charles. Merci. I should also say that as he was dying, he sang a song. He didn't write it down at the time. Presumably, one of his students wrote it down. Donc à un certain moment, KARMAPAKSHI, quand il était sur le point de mourir, a chanté un chant de réalisation. Et vraisemblablement, ce n'est pas lui qui l'a rédigé et l'a écrit sur un document. C'est probablement, très certainement, un de ses étudiants qui a pris note du chant. So several centuries later, we get, and this is important even nowadays, we get two termers, one in 1653 from Yonghe Mingyo Rinpoche. I think you all know the current one. And he had a vision of KARMAPAKSHI, and this got made into a practice which then became very crucial to certainly in the West, for the Karmakamsan lineage. Donc maintenant, plusieurs centaines d'années après que KARMAPAKSHI ait quitté ce monde, on a donc en 1653 une pratique, un terma, un trésor révélé par le Tertön Yonghe Mingyo Rinpoche. Beaucoup d'entre vous certainement connaissez la présente incarnation, si je ne me trompe, la 7e incarnation de Yonghe Mingyo Dorje. C'est d'ailleurs la pratique pour ceux qui étaient ici, qui a été faite ici pendant une semaine, donc il y a 2 mois.
And then in 1968, in Bhutan, in the summer of 1968, Chögyam Trungpa Rinpoche revealed a terma of the sadhana, the Mahamudra sadhana, which involves KARMAPAKSHI as well. And by the end of that year, it was translated while he was still in Bhutan, but by the end of the year, people were practicing this in this particular terma in Samueling in Scotland. Donc, un deuxième terma, donc c'est celui qui a été révélé par le maître contemporain Chögyam Trungpa Rinpoche, qui en 1968, pendant l'été, se trouvait au Bhoutan et a eu donc une révélation de ce terma, qui a ensuite été traduit en anglais donc pendant qu'il était encore au Bhoutan et qu'il a ensuite ramené donc à Samueling, donc le monastère auquel nous sommes reliés en Écosse. Et à partir de 1969, il y a eu des étudiants à Samueling qui pratiquaient la sadhana du Mahamudra, qui est liée à KARMAPAKSHI. So you can see how into modern times, Mingyur Rinpoche gives the initiation on KARMAPAKSHI. It even has been translated into Chinese now as well for the Chinese Dharma practitioners. Donc on voyait sur la précédente image une photo du présent Yongey Mingyur Rinpoche qui annonce donc qu'il va donner une initiation de KARMAPAKSHI. Donc c'est une initiation qui est toujours donnée de nos jours. Et il y a même ici donc en chinois une traduction en chinois de la pratique de KARMAPAKSHI sur base du terma de Yongey Mingyur Dorje. And I'm told by Carlo that His Holiness the 16th Karmapa actually said that for this center here, the KARMAPAKSHI was the Yidam of the center. Donc, et lors de la visite de Sa Sainteté, le 16e Karmapa en 1977, Sa Sainteté Karmapa, le 16e Karmapa, a dit à Carlo, l'Eux ici présent, que le Yidam du centre dans lequel nous sommes ici maintenant est KARMAPAKSHI. Il l'a dit à tout le monde. Ouais. D'accord. But you told me. Thank you. And the 16th, yeah. Oh, this here, this in 77. This is from Tsopo. And the 16th, as many will know, that the 16th Karmapa, when he made his tours of Europe and America, people would often ask, what shall I practice? And time again, not every time, but many times, do the KARMAPAKSHI practice. Donc ici, on a deux photos de Sa Sainteté, le 16e Karmapa. Donc une encore au Tibet, donc avant 1959, et l'autre ici même, au centre en 1977. Lorsque le Karmapa a voyagé en Occident, beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants lui demandaient « Mais qu'est-ce que je dois faire comme pratique? Quelle pratique me conseillez-vous de faire ?» Et très souvent, le Karmapa répondait, conseillait aux gens de faire la pratique de KARMAPAKSHI. Pas toujours, mais très souvent, c'était ça le conseil qu'il donnait aux personnes qui lui demandaient quelle pratique ils devaient faire. And then the sadhana of Mahamudra, this is a later printed, very nice edition of it. It's a terma revealed by Chögyam Trungpa and the visualization. Et donc ici, on avait donc les premières pages du terma, donc du trésor révélé par Chögyam Trungpa Rinpoche, la sadhana du Mahamudra. Et ici, donc, c'est la visualisation qui s'accorde avec la pratique de Chögyam Trungpa Rinpoche. I think it's time we come to the end. I could talk forever, of course, but just to say that fairly recently, I found I didn't find it, but I heard of and been able to read, begin to read a
a manuscript that has 40, well, even 50 songs of KARMAPAKSHI. And so I'm going to work on those as well, which I don't think many people knew about the songs before. Donc Charles, qui peut-être le savez-vous, est responsable de deux grandes librairies anglaises qui collectent des textes, des manuscrits tibétains du passé, a récemment découvert donc un manuscrit dans lequel il y a une cinquantaine de chants de réalisation attribués à KARMAPAKSHI. Et donc l'un des projets de Charles pour le futur, c'est de traduire ces chants de réalisation récemment découverts et qui sont très peu connus. Question. Oui. What was your motivation to write a book on KARMAPAKSHI? Oh, to get rich very quick. No. No. Well, you heard about the 16th Karmapa recommending that people do the practice. And then after I'd done some retreat, I thought I would get interested in this. And it was always encouraged. And I just proceeded. It took quite a long time. But and then I came across his memoirs as well. I started with histories, really, and then his memoirs. And it was just a process that went on like that. Okay. I think it's to be in accord a little bit with the 16th Karmapa. Obviously saw it as very important. Not my book, but he saw the KARMAPAKSHI practice, and I thought maybe it would be useful. Donc la question est de savoir quelle était la motivation de Charles pour écrire un livre sur KARMAPAKSHI. Et il dit qu'évidemment sa motivation c'était de devenir riche le plus rapidement possible. donc plus sérieusement, le 16e Karmapa, comme on l'a entendu, donnait souvent à ses étudiants le conseil de faire la pratique de KARMAPAKSHI. Et ça, c'est la raison principale qui a motivé Charles, après les 2 retraites de longue durée qu'il a fait à Samyeling, de s'intéresser à ce sujet. Et en particulier, quand il a trouvé un texte sur les mémoires donc de KARMAPAKSHI, il a pu commencer à avancer sur ce projet qui a pris de très nombreuses années avant d'aboutir, mais pour lequel il a toujours été encouragé. Yes. J'ai 2 questions. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Le 3e Karmapa, c'est le 4e qui l'a reconnu, qui a dit que le 3e que Ranjung Dorje était le 3e. Il ne s'est pas auto-reconnu lui-même, donc il a reconnu. So the question is, the 3rd Karmapa didn't identify himself as being the Karmapa, so by whom was he recognized? Was it by the 4th Karmapa or? No, I think it's just a title, yes, Karmapa. He was recognized as being the reincarnation of KARMAPAKSHI, the 3rd Karmapa is. But at this time, the title Karmapa hasn't really taken hold. Do you see what I mean? Sorry. Yeah, because the 1st Karmapa wasn't called 1st Karmapa. 2nd Karmapa, KARMAPAKSHI, was known as KARMAPAKSHI, but he referred to himself as Karmapa. And then the 3rd Karmapa didn't refer to himself as Karmapa, but the 4th one did say, I am Karmapa. And, I am the reincarnation. And so it's really, you could say that the title doesn't really start until, I may be wrong on this, I'm not absolutely sure, but it doesn't really start until the 4th Karmapa. And then it becomes a sort of expectation almost that a child will be born and it would be called Karmapa after that. But we've got a development happening before then.
Donc le troisième Karmapa a bien été reconnu comme étant donc la réincarnation du deuxième Karmapa. Il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, le titre de Karmapa, bien que KARMAPAKSHI s'identifiait lui-même comme étant le Karmapa, ça n'a pas été le cas de Rangjung Dorje, il n'a pas utilisé le titre, même s'il était reconnu comme la continuation de KARMAPAKSHI. Le quatrième Karmapa a, lui, à nouveau utilisé le titre de Karmapa, et à partir de ce moment-là, le titre de Karmapa est utilisé régulièrement par tous les Karmapas. Donc ça, c'est ce que Charles a... C'est sa compréhension. Il dit qu'il n'est pas totalement sûr de cette explication, mais que c'est lui la conclusion à laquelle il est arrivé. I may be wrong. Il- So I don't want to upset, anybody, but that's just my interpretation at the moment. Very short. Donc, est-ce qu'il y a une sadhana, une sadhana qu'on peut faire régulièrement de KARMAPAKSHI parce que nous ici on connaît, enfin en tout cas moi je connais que le tructueux qu'on fait. C'est trop long ou pas? On fait régulièrement, mais je suppose que non. The question is, so there is this sadhana of KARMAPAKSHI from the Dharma of Young Gaming Dorje. Is there a shorter version of that practice, or is there only the long version? Yeah, there is a KARMAPAKSHI. It's not the same, but I think it was the 14th Karmapa wrote a short, it might have been the 15th, wrote a short sort of guru yoga that does involve KARMAPAKSHI, but it's not the same as the terma. This has instructions. You will remember at the beginning of it, if you do it, has instructions that come directly from, this is the vision that Mingyur Dorje had. It was a mind terma that KARMAPAKSHI gave to him. Donc, il n'y a pas à strictement parler une version courte du terma de Young Mingyur Dorje. Comme vous le savez, donc, il y a au début de cette pratique les instructions directes qui ont été données par KARMAPAKSHI à Young Mingyur Dorje. Donc, il n'y a qu'une pratique qui contient toutes ces instructions. Par contre, le 14e Karmapa a écrit un guru yoga à KARMAPAKSHI qui est beaucoup plus court que le terma de Young Mingyur Dorje. Mais ce n'est pas en soi une version courte du terma, c'est une autre pratique. In the KARMAPAKSHI practice that we all know, the longer one, those three parts to the instruction are the very kernel of it. That's what really happened for Mingyur Dorje. So if you wish to make some connection, then perhaps reading those three would help somewhat. It's not doing the full practice, of course, but at least it keeps up a connection with it. Donc, au sein de la pratique, au départ, il y a ces trois parties donc, qui sont vraiment la transmission de KARMAPAKSHI à Young Mingyur Dorje. Ça, c'est vraiment le cœur de la transmission que Young Mingyur Dorje a reçue. Donc, si on veut se connecter à cette pratique, on peut réciter cette partie-là. Ce n'est pas la totalité de la pratique, mais c'est le cœur de cette pratique. Yeah, it's been translated in various ways. I've done a translation as well in the book. So, cette partie a été traduite à plusieurs reprises et Charles a lui-même traduit cette partie dans son livre. This one, in this book. Yes. Yes. It's only the short bit, though, the kernel of the instructions, so to speak. Yeah. Can you put again the reference of the book maybe on the screen if people want to... Of your book? Oh, I see, yes. Yeah. Oh, it's there. Oh, yeah. There is a card. Yeah, there is the code. A QR code. Yeah. Yes, it's coming. Yeah. I have some. You're welcome to take any cards here. It gives the QR code as well. We did try to get it for the shop, but it didn't come in time. Yes, please. Français ou anglais? Oui, français. C'est cette courte version
dont on vient de parler, le cœur de la pratique, elle vient de la version de Karma, la grande version de KARMAPAKSHI ou celle du 14e Karmapa. Pas très bien compris. So this core of the practice that you just mentioned, is it coming from Terton Yes. Yongey Mingyo Doje or from the 14th No, Karmapa? from Mingyo Doji. Mhm. Yes, yeah. It's yes, it starts with Kieho. Yes, it's at the beginning of the practice. You will have a translation here, I'm sure, as well, yeah, in French. Would you like to see another footprint? Oh yeah. Oh, not there. Where is it? Donc on a vu une empreinte de la botte de KARMAPAKSHI et Charles nous en propose une seconde ici. Yeah, this is in Tsopo. At the up behind Tsopo, there's the KARMAPAKSHI sort of cave there. Well, there's a building outside the cave. Not you. There's a very young, handsome man. many years ago. Yeah, 30 years ago. But and there's the boot again. It's a boot print as well. That's in the cave there. Donc là, on est dans le monastère de Tsurpu, donc au centre du Tibet, où on voit Charles, il y a une trentaine d'années, qui médite, et derrière lui, il y a ce roc avec la botte de KARMAPAKSHI qui est imprimée. KARMAPAKSHI spent at one point, he spent something like 40 days in that cave. Donc, KARMAPAKSHI a médité pendant une quarantaine de jours dans cet endroit. So now it's still possible to go there to visit. It's not a problem to go there. It's not easy, yeah, but you can, if you go to Lhasa, there's well, you used to be able to get a bus, but now I think you have to go in a group. I'm not sure. I haven't been for a while. No. Pardon? Yeah, it's supposed to be to travel with a group. Yeah, it has to be with a group, yeah. When I last was there, I went on just regular bus, and but only allowed to go for one day, and stay overnight. There's a little guest house there. Stay one day, but I woke up the next morning, and I heard all this gunfire, and I thought, oh no, what's going on? A bit down in the valley somewhere far away, sort of lying in bed, and then you hear the gunfire early in the morning. And so I decided to stay in my room because you don't know what's going on. And eventually it came out, and they closed off the whole valley because there was rabies, apparently. And so they were shooting dogs, although it was always denied that it was rabies. But anyway, that's what was happening, so that nobody could actually leave Tsopu at the time. So I was forced to stay there for another 3 weeks, which was quite blissful, really. This was with the 17th Karmapa was there, yeah, small child, yeah. Donc, quand Charles était à Tsurpu, il y a eu donc entendu instamment des coups de feu. Il se demandait vraiment ce qui se passait, et il y aurait eu donc une épidémie je pense à la rage, rabies, une épidémie de rage parmi les chiens à Tsurpu, et donc tout le monde a été interdit de quitter Tsurpu pendant 3 semaines, et Charles a eu la chance donc de pouvoir rester, d'être forcé, donc entre guillemets, de rester à Tsurpu, ce qui bien évidemment l'enchantait. I was trapped in Tsopu. The previous pictures, you said Karmapa stayed in that cave for 40 days? Yes. But it looks open. Oh, I see. Yeah, it's
a cave like that, and then they've built a bit of building around it as well. So it's really just a hollow in the rock, and then they've built a building around it as well to make it. It's quite common that there may be a hollow in a sort of, sometimes just a crevice, but then they sort of make it into a meditating cave by building around it. It keeps wild animals out as well, which is quite important. Yeah. Donc originellement, c'était pas apparemment vraiment une grotte, mais plutôt une sorte de crevasse dans le roc qui ensuite a été entourée par une construction qui a protégé la crevasse. Et donc voilà, ça fait en 2 temps, et c'est assez courant quand il y a un endroit sacré comme ça de le protéger des animaux et autres par une construction qui l'enveloppe. I think we ought to thank Stefan. And actually, it sounds much better in French than it does in English. Mais je pense qu'on peut remercier Charles aussi, parce que d'avoir fait l'effort de traduire tout ça en français pour nous tous, ça mérite nos applaudissements.